Alors, on va débuter parce qu'après, on va prendre du retard. On vous invite à reprendre la place, vos places. Je sais que c'est un petit peu long, il n'y a pas tellement de pause, donc on va poursuivre. On va demander... Fabrice, on peut commencer? Tu me dis, Fabrice, quand on peut commencer, hein? On y va. Allez, prochaine table ronde. Alors, le thème est passionnant. Le thème est chargé. Eau, tourisme et habitat. J'ai bien dit eau, tourisme et habitat. Un équilibre organisé. On pourrait y passer 2 jours, mais on va y passer 1 heure, à peine 1 heure. Voilà. Merci aux intervenants. D'abord, à ma gauche, Guillaume Morel qui est ici. Guillaume Morel qui est guide de haute montagne, qui est président fondateur de Disten. C'est une société qui s'occupe d'aménagement, hein, c'est ça, et de transition en même temps. Donc, c'est pas toujours facile. Il est conseiller municipal de Menton-Saint-Bernard. Il est conseiller communautaire au Grand Annecy. Il a plein de casquettes, ce garçon. À ses côtés, Isabelle Dieu, qui est la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est de Megève. On y tient, c'est ça, Isabelle? Voilà. Juste à côté, Sylvain Charlot, qui est le délégué montagne d'Atout France. Montagne, France. C'est-à-dire Pyrénées, Alpes, etc., Corse, y compris la Corse, c'est ça. Et puis juste à gauche, Benoît Thomasson, qui est le directeur général des services de Combloux, donc il va nous ramener à la réalité de Combloux. Voilà. Donc ce thème est vaste. Simplement, une petite chose en introduction. On a dit eau, tourisme et habitat. La Haute-Savoie a pris, depuis 2000, elle a pris plus de 230 000 habitants. Depuis 2000, la Haute-Savoie a plus de 230 000 habitants. Elle a 685 000 lits touristiques aujourd'hui. Donc on a les permanents, mais on a les touristes qu'on accueille. Ils sont parmi nous aussi ce soir, cet après-midi. On a en Haute-Savoie 35 millions de nuitées. Tout ça, ça augmente beaucoup. La ressource en eau, on l'a vu tout à l'heure, les scientifiques nous l'ont dit, elle est à peu près la même, avec même des variations qui arrivent en plus. Alors, comment on fait pour équilibrer, pour trouver un équilibre entre l'eau, le tourisme et l'habitat? Le tourisme augmente, l'habitat augmente et l'eau n'augmente pas. On va en parler avec vous, justement. Je donne la parole à Guillaume Morel en premier. Guillaume Morel qui, lui, est guide de haute montagne. Alors, il a vu des changements en altitude. On va commencer par le haut, comme l'eau, pour descendre ensuite dans la vallée. Puis après, on parlera du tourisme et de l'habitat, bien sûr. Guillaume Morel, je te laisse la parole, Guillaume, pour débuter cette table ronde qui sera forcément intéressante. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci encore à Combloux de nous accueillir ici. Moi, j'aimerais attaquer par un souvenir d'enfance. Quand j'étais à Chamonix, mon grand-père me disait « Oh, viens, on va aller grimper, ça va être vachement bien ». Et on partait grimper. Et je lui disais « Mais pourquoi on grimpe que dans la vallée de Chamonix, puisqu'il y a des montagnes un peu partout ?» Et en plus, j'ai entendu même dire qu'il y avait des montagnes dans les écrins. Et il me dit « Oh là là, surtout pas, il faut pas y aller. Là-bas, il y a tout qui s'écroule. » Alors que chez nous, c'est stable. Bon, 20 ans après, je suis devenu guide. Et je me suis rendu compte que la stabilité de mon enfance du massif du Mont-Blanc laissait à désirer. Et notamment puisque la saisonnalité du métier de guide s'est complètement transformée. Et notamment parce qu'avant, on faisait des saisons classiques du 1er juillet au 31 août, on va dire. On suivait le cours des vacances scolaires de nos estivants et ça allait très bien. Or là, on se rend compte que suivant les canicules d'été, eh ben, les saisons, elles peuvent s'arrêter au 20 juillet pour un guide qui veut travailler sur un terrain glaciaire ou périglaciaire. 2022, la saison s'est arrêtée mi-juillet, 2023, début août, encore une fois, sur les terrains glaciaires ou périglaciaires. Et nous autres, les guides de haute montagne, on est obligés ou on fait le choix de trouver d'autres terrains pour amener nos clients sur des massifs préalpins qui sont moins soumis comme ça à la disparition des glaciers et du permafrost. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un autre élément, c'est aussi de voir comment, donc, du coup, des écrins au Mont Blanc, quelque chose s'est passé en une vingtaine d'années. Et c'est un élément que je voulais apporter à votre connaissance, c'est que l'été dernier, 5 refuges de haute montagne ont dû fermer prématurément du fait de trop ou de pas assez d'eau.
Donc ces refuges étaient tous dans le massif des Écrins, le refuge de la Selle, le refuge du Célé, le refuge du Pelvoux, le refuge de la Pilate et le refuge du Châtellerault. Fermés soit parce qu'il n'y avait plus d'accès à l'eau pour pouvoir tout simplement cuisiner ou faire des activités d'accueil du public, mais aussi des accès qui se sont écroulés du fait de l'assèchement des sols ou de trop d'eau qui ont emporté les terrains. Donc, moi, je repense à mon grand-père, je suis très naïf, et je me dis, bon, en 20 ans, il me disait que là-bas, ça s'écroulait, pas ici. L'été dernier, on voit que des refuges ferment en plein milieu de l'été. Là-bas, je me dis, bon, il faut peut-être se préparer à ce que ça ferme ici aussi, en plein été. Et donc, je m'interroge aussi sur ces refuges qui sont déjà dans nos massifs, que l'on alimente en eau potable par hélicoptère, et qui peuvent poser des problèmes sur la façon de gérer notre activité de guide de haute montagne en haute montagne sur ces zones glaciaires et périglaciaires. Et le second point que je voulais apporter aujourd'hui de ce regard de guide qui est le mien, et notamment que je travaille par le biais de mon travail de conseil, c'est comment on arrive à faire. Alors que le constat qu'on nous fait depuis 14 heures, il est dur quand même. Hein. Ça s'effondre, ça s'écroule, on ne va pas y arriver. Est-ce qu'on utilise toute cette énergie qu'on a tous là, puisqu'on est tous réunis dans cette salle, à continuer à faire le constat de ce qui s'écroule, ou est-ce qu'on utilise cette énergie pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire pousser d'autres sur nos territoires pour que le choc qui arrive soit moins difficile à absorber? La question est posée en tout cas. Merci pour cette question. Alors, on va poursuivre justement. On va poursuivre avec d'abord le tourisme, après on verra l'habitat, puis après on demandera à Benoît ce qui se passe encore une fois à Combloux. Alors, on l'a vu, ça commence à bouger en altitude, ça risque de bouger en bas. Alors, on va rappeler quand même que Sylvain est délégué montagne à Tout France, il est ingénieur TPE, c'est bien ça, et architecte aussi. Eh bien voilà, donc ça tombe bien. Cette fois-ci, le tourisme, vous avez en plus une vision très importante sur le développement durable à Tout France. Alors, comment on va faire avec tous ces touristes qu'on va continuer à accueillir, j'imagine? Est-ce que ça se passe bien, premièrement? Comment on peut faire avec l'eau, justement, pour l'avenir? Alors, si on parle du tourisme, le tourisme, ça se passe encore très bien. Non, mais ça, c'est un préalable. C'est que les gens voyagent et ils ont encore envie de voyager, et je pense qu'ils auront encore envie de voyager. Alors après, ça pose quand même la question, j'entendais les chiffres tout à l'heure, du nombre de lits qu'on avait, 685 000 lits touristiques dans la vallée, 35 millions de nuitées, etc. Ça fait 70 nuits en moyenne par lit. Donc en fait, le tourisme se porte bien, mais le tourisme, en fait, c'est le fruit d'un développement pendant des années. C'est aussi un développement dans l'aménagement, dans les infrastructures, etc. Et donc ça pose des questions, et même ce qu'on a vu... finalement, ce qu'on nous a rappelé ce matin, parce que ça, c'est des choses, en fait, c'est ce que je disais à ma voisine tout à l'heure, c'est que malgré le fait qu'on entende ça régulièrement, ça fait toujours bouillir le sang, en fait, quand on les réentend à chaque fois. Donc c'est vrai qu'au-delà de la prise de conscience, c'est aussi de se dire comment on agit, comment on interagit. Donc c'est vrai que quand on va parler de tourisme, moi j'ai souvent tendance à me poser la question aussi, le tourisme et l'eau, parce que c'est aussi le sujet de la table ronde. Surtout. Et quelle est la place de l'eau dans le tourisme? Et donc si on regarde sur les montagnes, on a fait des études sur aussi ce qu'attendent les clients quand ils viennent en montagne, l'hiver, l'été, etc. Et la question de l'eau, elle n'arrive pas tout de suite, elle arrive loin. Elle arrive parfois en 10e position quand on va parler de bien-être, de thermalisme. Donc l'eau, ça a différentes formes en fait dans le tourisme. C'est aussi dans le paysage, enfin il y a tout ça. Mais ce qui ressort avant tout, c'est le paysage, c'est l'air pur, etc. Et donc, par rapport à la question de l'eau, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est comment on peut essayer de rationaliser un maximum dans les activités touristiques l'usage de l'eau. Et l'usage de l'eau, en fait, il se fait de différentes façons. Mais il va aussi se faire notamment dans l'habitat. On parle effectivement de la construction. Force est de constater, quand on regarde par la fenêtre, on voit les belles montagnes qui sont sur le coucher de soleil ce soir, mais on voit aussi énormément de construction. Et donc, quelque part, on a aussi beaucoup construit pour accueillir les touristes, parfois plus que de raison. Donc, la question, l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de se dire comment on va faire mieux avec ce qu'on a. C'est comment on rationalise quelque part aussi ce développement immobilier, parce que quand on construit, il y a l'usage quotidien, mais il y a aussi toute l'eau qui a été utilisée à la construction. Donc c'est tous ces paramètres-là aussi qu'il faut arriver à regarder. Et donc déjà, c'est peut-être de voir comment on peut rationaliser justement ces constructions pour des fins
d'hébergement touristique. Il y a aussi tous les habitants qui sont dans la vallée, mais essayer de faire mieux aussi avec ce qu'on a. Et si on arrive à faire mieux avec ce qu'on a, eh ben, on va sans doute, enfin sans aucun doute, réduire la pression en fait sur l'eau. Et on a bien compris qu'elle n'allait pas aller en s'accroissant dans le temps. Donc là, il y a vraiment une urgence quelque part à essayer de limiter finalement ce développement de façon rationnelle. Voilà, ça c'est le premier point. Et après, de voir comment on peut aussi réduire les consommations dans ces mêmes hébergements. Je parlerai peut-être dans un deuxième temps de la suite. Mais voilà, on sent bien qu'aujourd'hui, on va plutôt sur de la solution technique. Mais moi, j'ai envie de parler de l'usage et de l'état d'esprit dans lequel est le vacancier quand il est en vacances. Il peut avoir une conscience, et sa conscience, bizarrement, quand il est en vacances, c'est le loisir, c'est la libération, et généralement, cette conscience, elle disparaît un petit peu. Et là, il y a un énorme enjeu aussi de rappeler quand même cette petite conscience, même quand on est en vacances, de continuer à faire des efforts. Et là, on voit des destinations qui mettent à disposition des gens voilà, des plaquettes de sensibilisation sur l'eau, sur l'énergie, etc. Ça paraît pas grand-chose, ça. Mais si chaque voyageur fait un effort important pendant son séjour, ben, c'est autant de choses de gagner. Et puis, quand on parle de l'eau aussi, voilà, sortir un petit peu du fantasme, moi j'ai souvent la tendance à dire, est-ce qu'il faut de l'eau à tous les étages ? Quand on voit l'immobilier qui se développe aujourd'hui, on fait du 4 et du 5 étoiles avec de l'eau de partout, pensant que le client a besoin de ça. Bon, je vous invite, on va traiter ce sujet quand même, hein, de l'offre d'hébergement et des attentes clientèle le 22 janvier prochain lors des rencontres de notre salon Destination Montagne, mais ça va être un vrai sujet, c'est de se dire aujourd'hui on développe du 4 et du 5 étoiles, sauf que maintenant, bah, les clients, c'est pas forcément ce qu'ils attendent. Et donc voilà, peut-être que là aussi, il y a une forme de rationalisation à faire, je dirais, sur l'usage de l'eau, y compris dans des typologies d'hébergement, où on pense, peut-être à tort, hein, que c'est la norme, c'est devenu la norme, mais c'est peut-être plus la norme. Voilà. Voilà, la question est posée. Alors, est-ce que le touriste aujourd'hui a déjà limité sa consommation d'eau ? Vous l'avez remarqué à Tout France, ça ? On sait que la conscience s'évapore un petit peu, c'est le cas de le dire, quand il arrive en vacances, mais on a les jacuzzis, on a les piscines, les hôtels 5 étoiles, on a toujours de l'eau partout. Alors, la question du suivi est fondamentale. Aujourd'hui, on n'a pas le suivi. On n'a pas le suivi. Par contre, là, on est en plein développement justement d'observatoires. On a un dispositif qui s'appelle France Tourisme Observation, qu'on développe, et on essaye de faire justement des acquisitions de données, notamment avec les différentes agences de l'eau, etc., pour essayer de comprendre comment évoluent en fait les consommations d'eau par espace, pour voir justement si on a des évolutions positives ou négatives. Déjà, il faut savoir combien on consomme, et après, comment tout ça, ça évolue. Voilà. Et si on fait des efforts, ça sera important de les mesurer. Absolument. Merci Sylvain Charlot. Alors, Isabelle Dieu, elle qui est présidente de l'Ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a des constructions pour les autochtones, hein, et en Haute-Savoie, tout à l'heure le président Sadier le disait, hein, un département qui attire beaucoup, hein, 6500 habitants par an maintenant. On a des constructions touristiques. Est-ce que les architectes sont capables aujourd'hui de faire des constructions où on consomme moins d'eau, Isabelle Dieu ? Avant de consommer moins d'eau, il faut peut-être déjà qu'on réduise notre urbanisme et qu'on le régule. Actuellement, moi, je considère qu'on est vraiment dans une période très intéressante et qui a déjà été amorcée avec la loi Montagne. Ça, c'était en 84. Par la suite, on a eu un deuxième petit coup d'alerte avec la loi Allure. Il y avait que 10 pages hein, dans ce gros paquet de feuilles. Il y avait que 10 pages qui concernaient l'urbanisme et qui expliquaient déjà qu'il fallait densifier, qu'il fallait arrêter de s'étaler. Moi, j'adore l'affiche que vous avez mise pour ces deux journées. Quand vous regardez cette image, vous voyez que la montagne nourrit le bas de la vallée par son eau, sa diffusion. Et puis là, depuis 2021, nous avons eu la loi climat et résilience qui est venue être renforcée par le dispositif ZAN. Et bien évidemment, quand on résume tout ça, on se rend compte ô combien il est important de changer notre façon d'habiter. Il va falloir moins s'étaler pour préserver nos sols, hein, pour produire de l'eau qui est vitale pour tout. Donc après, en termes d'adaptabilité, vous avez un texte de loi qui est sorti le 30 août de cette année
et là c'est plus à la destination des communes, notamment sur les systèmes d'épuration, où il y a des textes qui ont été assouplis, qui permettent de récupérer ces eaux à l'issue de l'épuration pour les utiliser pour les communes, pour nettoyer la rue et puis pour arroser les plantations. Alors ça, c'est au niveau communal. Mais c'est vrai qu'il y a des réflexions qui peuvent être faites. Et là, on a encore besoin du législateur pour nous, architectes, pouvoir l'appliquer dans nos bâtiments. On n'a pas forcément les règles qui nous autorisent. Quand vous êtes en autoconstruction, on va dire que c'est assez facile, c'est possible de dire, bah voilà, ma chasse d'eau, qui, je vous le rappelle, c'est un pack d'eau, à chaque fois que vous tirez votre chasse d'eau, c'est un pack d'eau qui part. Donc c'est déjà dans nos usages, notre façon d'utiliser l'eau chez nous, c'est à nous consciemment de faire attention. Avant on prenait des bains, on revenait de notre journée de ski, on allait se faire couler une grosse baignoire. Maintenant on a un peu pris le réflexe de prendre une douche éventuellement, mais il y a vraiment une façon, nous dans nos usages, de changer notre façon de consommer l'eau. Et c'est déjà tous collectivement, nous devons le faire. Mais il faut aller plus loin. Notamment, voilà, peut-être des textes législatifs qui, nous, architectes, vont nous permettre, alors ça va avoir un coût, de doubler ces réseaux pour récupérer l'eau de la douche, pour le réinjecter dans la chasse d'eau, pour ensuite que ça reparte vraiment aux eaux usées. Là, je pense qu'il y a une vraie réflexion. Après, c'est vrai qu'au niveau des architectes, on est déjà tous conscients que récupérer les eaux de pluie, ça pourrait être réinjecté dans le circuit interne, c'est possible, on peut le faire à petite échelle. Mais c'est vrai que sur des grandes habitations de densification, où c'est l'avenir de demain, pour accueillir tout le monde, et puis on a une population qui ne cesse de grandir, on est obligé de... on n'a plus le choix. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on va avoir sa petite maison avec sa bordure de terrain autour. Malheureusement, il va falloir changer nos pratiques, notre mode sociétal. Mais mode sociétal qui existait déjà au Moyen-Âge. Quand vous regardez le Moyen-Âge, que vous étudiez les bourgs, les centres-bourgs, comment ils étaient construits, ils étaient extrêmement denses. Tout le monde vivait parce qu'on avait pris conscience déjà à cette époque que la terre agricole était la plus importante et c'était là où on avait l'eau qui circulait librement, on avait l'alimentation qui pouvait se faire, il fallait faire pousser les champs de patates, il fallait nourrir les vaches, il fallait produire du fromage, de l'alimentation et c'est ce retour, la loi ZAN nous impose ce retour dans cette construction. On a un peu pris des déviances en même temps que notre coût carbone. On s'est rendu compte en même temps qu'on a suivi notre économie et notre industrie, on a envahi notre territoire dans notre mode d'habiter. Et donc, c'est vrai qu'il y a des vraies réflexions. Alors, tout n'est pas perdu, loin de là. Moi, je suis une éternelle optimiste et je reste convaincue qu'on vit une époque formidable. Et je suis contente de voir ces actions qui sont actuellement mises en place, qui alerte tout le monde qu'il faut changer ses modes, ses habitudes. Donc voilà. Isabelle Dieu, aujourd'hui, concrètement, une dernière question avant de poser la question à Benoît. Aujourd'hui, il y a combien de pourcentage de construction qui récupère l'eau pour les toilettes, etc. C'est quoi, 1%, 10%? Est-ce que vous, les architectes, vous encouragez ce genre de construction? Alors, nous, on aimerait le faire, mais nous, pour faire ce genre de réflexion, encore faut-il qu'on ait les textes de loi qui nous l'autorisent. Les textes de loi ne vous autorisent pas aujourd'hui. Dans la construction, on a des textes de loi et nous, on engage nos assurances, on engage nos responsabilités. Donc, on ne peut pas le faire. Vous êtes en autoconstruction, monsieur, madame, tout le monde peut se permettre de le faire. Mais quand on est un architecte, on est un professionnel et on a des textes de loi à respecter. Voilà une forme d'impuissance par rapport aux lois. Benoît Thomasson, justement, directeur général des services de Combloux. Concrètement, on a évoqué des choses là. Tu veux peut-être dire quelque chose, Guillaume, avant? Après, Benoît, concrètement, à Combloux, comment ça se passe, justement, ces constructions, ces permis pour les logements touristiques, l'habitat permanent et l'eau? Comment vous faites? Alors, bonjour et merci. Je dirais, en fait, comment ça se passe à Combloux? Déjà, face au constat qu'on a eu depuis le début de l'après-midi et aux très riches interventions, chez nous, il y a une volonté politique forte que les choses soient prises en main,
que ça se règle, en tout cas qu'on apporte notre pierre à l'édifice et qu'on apporte des solutions. Comment ça se passe pour l'habitat? J'ai envie de dire, pour moi, il y a 3 grands mots-clés quand on écoute, c'est la gouvernance, la planification et l'action. La gouvernance, parce qu'on ne fera rien tout seul, parce que là, on est plusieurs acteurs, parce qu'il y a des architectes, il y a des opérateurs économiques, et puis parce qu'on est un château d'eau, il y a un château d'eau, et qu'il y a une forme, derrière cette notion de château d'eau, moi je vois une obligation en tant que collectivité locale et acteur public de solidarité territoriale, de l'amont vers l'aval, à la fois pour la préservation de la ressource en eau potable, mais aussi pour la prévention des risques. On en parle peu, mais la question de la gestion des eaux pluviales, quand on se situe en amont des vallées, elle est hyper importante. Elle se passe dans la planification, cette gestion des eaux pluviales. Et elle se passe sur notre capacité à ne pas imperméabiliser trop les sols, pour que l'eau s'infiltre, pour qu'elle irrigue dans les nappes phréatiques, pour qu'elle se draine, je dirais, correctement. La notion de l'habitat à Combloux, elle est complexe, parce que habiter à Combloux, c'est compliqué. 72% de l'habitat à Combloux est de la résidence secondaire. Et de ce fait, l'importance de la planification, elle est tout à fait prégnante. C'est-à-dire que quand vous avez des élus qui souhaitent absolument, et ils sont en train d'y arriver, maintenir la population permanente, voire l'accroître pour proposer des solutions, ce qu'on appelle un parcours résidentiel en fait, aux habitants permanents, eh bien, on va utiliser des outils législatifs, et Isabelle en parlait tout à l'heure, le bail réel solidaire en est un, le logement locatif social en est un autre, on va utiliser des dispositifs. Dans tous ces mécanismes-là, il faut intégrer la question, à la fois pour la résidence secondaire comme pour la résidence permanente, de la préservation de la ressource en eau, c'est-à-dire encourager, alors par plein de mécanismes, on peut aller dans la technicité d'un plan local d'urbanisme, on va mettre des coefficients de biodiversité, des coefficients de biotope, des choses comme ça. Bon, je ne suis pas certain que ce soit bien l'objet aujourd'hui, quoi qu'on a travaillé dessus et que les élus ont élaboré des outils comme ceux-ci. Et je dirais que l'importance, c'est, pour revenir sur ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est hyper intéressant de questionner ce qui fait modèle aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin, effectivement, y compris dans les résidences permanentes et secondaires, d'avoir une salle de bain par chambre, d'avoir forcément le spa et la piscine intérieure, d'avoir forcément tous ces outils? Est-ce que c'est ça le nouveau standard? Est-ce que c'est pas déjà un ancien standard? Voilà. Alors, après, dans la notion réglementaire, et j'entendais Isabelle, et je ne peux pas ne pas rebondir là-dessus, parce que je sais qu'il y a des femmes et des hommes de loi dans la salle et dans les personnes qui assistent aux conférences. Moi, je suis parfois sidéré par la réglementation, je vous avoue, même si je suis chargé de l'appliquer. Quand on veut bâtir un magnifique projet à Combloux qui s'appelle la Maison de l'Enfance, où on veut accueillir nos enfants, créer des places en crèche pour attirer de la population permanente, et qu'on se dit, avec tout notre bon sens, qu'on va récupérer l'eau de pluie qui tombe sur nos toits pour aller tirer les chasses d'eau des petits, on se heurte à un texte, un arrêté de 2008 qui nous dit juste cela, pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, la récupération des eaux de pluie de toiture n'est pas autorisée pour les toilettes. OK. Des raisons évidentes de sécurité sanitaire. Formidable, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans la justification. Et surtout, quand on parle de préservation de la ressource en eau, il y a peut-être un enjeu dans les établissements restaurants du public. Voilà. Donc, après, on peut revenir sur ces notions. Je pense que c'est important à avoir en tête que quand on est une collectivité locale, la gouvernance, la planification, l'action et ne jamais oublier que quand on est un territoire de montagne, on a un vrai mécanisme de solidarité à penser sur l'eau potable et sur les eaux de pluie, donc sur la notion de consommation humaine et sur la notion de préservation des risques. Merci Benoît. Alors moi j'ai une petite question avant Guillaume. Auger, il y a quelques années en arrière, le maire qui a été élu, Alain Boulogne à l'occurrence, a décidé de geler tous les permis parce qu'il y avait au Auger à l'époque, et encore aujourd'hui je crois, des problèmes d'alimentation en eau. Alors, ça existe par ailleurs. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit à un moment donné, cette hypothèse? Pas aujourd'hui peut-être, mais demain. Alors, de fait, déjà, oui, il y a une véritable... Combloux a une particularité, c'est que les dernières années ont été marquées, et il ne faut pas se voiler la face par une urbanisation galopante. L'équipe municipale arrivée en 2020 a fait le choix très clair de ralentir le rythme de construction, de circonscrire à l'enveloppe urbaine les nouvelles constructions. Et des résultats sont déjà là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus l'enveloppe urbaine s'étaler.
On fait très attention à cela. Il n'y a pas eu de moratoire sur les permis de construire. On n'a pas dit stop au permis parce qu'il y a une réglementation qui s'applique. En revanche, il y a eu une attention particulière sur chacune des demandes d'autorisation qui ont été déposées pour ralentir ce rythme, sachant qu'on met en adéquation, et dans le projet de PLU qui sera soumis à enquête publique prochainement, on met en adéquation la disponibilité de la ressource en eau avec la possibilité de bâtir. Aujourd'hui, on sait quelle est la quantité d'eau disponible pour l'avenir. On sait à peu près, et on sait surtout que le rythme de construction va considérablement ralentir. On a supprimé des dizaines d'hectares de terrains constructibles. Il y a la loi zéro artificialisation nette qui est en cours, et ça fait partie des choses. Pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure, on a eu une intervention à propos du glacier de Miage. C'est 2 millions de mètres cubes par an qui vont dans la nappe phréatique. Combloux, c'est 268 000 mètres cubes d'eau qui sont consommés chaque année, qui viennent à 70-80% du glacier de Miage. Voilà, les rapports sont là, donc il ne faut pas aller en chercher plus, il ne faut pas non plus se dire que tout est alarmant, mais il faut être réaliste et se dire que ne consommons que ce dont nous avons besoin. Et un point, excusez-moi, mais je continue parce que c'est un point important, la qualité des réseaux d'eau est essentielle, et parmi les actions qu'on mène, je parlais d'actions tout à l'heure, lutter contre les fuites dans les réseaux d'eau, c'est déjà préserver la ressource de manière considérable. À Combloux, on fait un travail de tous les jours à ce sujet. On a 1 km de réseaux qui sont rénovés chaque année sur les 50 km qui composent notre réseau. Et on a un taux de rendement qui dépasse les 85%. Donc on fait très, très, très attention à la préservation de la ressource déjà dans les tuyaux qui transportent cette eau. Merci Benoît Thomasson. Guillaume Morel, on rappelle président de d'ISTEN, diplômé de l'Institut d'urbanisme, c'est ça en plus Géographie alpine. De géographie alpine, Institut de géographie alpine à Grenoble. Voilà. Alors, j'ai attaqué sur un témoignage de guide de haute montagne. Je voulais finir sur celui d'élus du territoire annécien et de consultants. Et je vais vraiment préciser mon propos parce que je ne voudrais pas que Sylvain Charlot me saute à la gorge juste après ou d'autres dans cette salle. Mais on est sur à la fois sur des constats d'urgence et à la fois sur une table ronde qui est liée au tourisme et à l'habitat. Moi, la question que je me pose en permanence avec mon cabinet de conseil, avec mes collaborateurs, certains sont ici d'ailleurs dans la salle et je les salue, c'est et ce tourisme finalement, est-ce qu'on est capable, sans dire qu'on n'en veut pas, comme certains le font, au moins de le remettre en question comme n'étant pas le seul levier de développement de nos territoires? C'est en ça que je disais, est-ce qu'on est capable de mettre de l'énergie ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'on l'abandonne. Et c'est pour ça que je fais très attention à Sylvain qui est à côté de moi, parce qu'il va être à deux doigts de me sauter la gorge. L'une des questions qu'on se pose essentiellement avec ce cabinet conseil, on le sait, c'est d'essayer d'arriver à accompagner les territoires de montagne pour leur dire le tourisme, c'est très bien. Vous avez fait plein de choses formidables avec ça. Il n'est pas question de l'arrêter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pousser d'autres sur votre territoire qui puissent vous permettre de vous rendre moins dépendant de ce tourisme et donc des déplacements qui produisent, on le sait, 65 à 70% des gaz à effet de serre quand les gens viennent chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à accompagner ce tourisme pour le rendre plus vertueux? Ça, évidemment, c'est ton rôle et il en faut et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire pousser d'autres sur nos territoires pour que si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais on est dans des crises, on les a vécues il y a quand même peu de temps, ces crises-là, elles peuvent se reproduire. Qu'est-ce qui fait que nos territoires sont capables de pouvoir ne pas être complètement dans la monoculture du tourisme? Donc je précise, je n'ai pas de discours qui souhaite arrêter le tourisme, mais comment on peut faire d'autre? Je sais par exemple qu'à Combloux, on a un agro-pastoralisme qui est très fort, qui permet aussi de pouvoir proposer autre chose. Mais quand on parle d'économie territoriale sur nos territoires, il y a plein d'autres pistes. Je pense à la forêt. Je pense à la qualité de nos paysages, de notre air pur et de nos eaux, qui peuvent demain potentiellement accueillir de nouveaux habitants, qui font que ces 72% d'habitats touristiques qui sont parfois, on le sait tous, un peu froids, à moitié tièdes ou complètement gelés, et ben en fait on puisse peut-être les repenser différemment. Et c'est pour ça que je trouve que cette table ronde elle est vachement intéressante, parce que comment on repense notre habitat, notre construction de l'habitat dans nos stations,
peut-être par un autre prisme que le tourisme. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le tourisme, mais ça veut dire qu'on donne une chance à d'autres économies de venir s'implanter sur nos territoires. Et je pense que là, il y a une clé aussi, non pas que de diversification, mais aussi de transition. Sylvain Charlot, droit de réponse. Alors, c'est plus qu'un droit de réponse, je ne peux que soutenir. Je vais peut-être vous surprendre, mais le tourisme, c'est une activité qui s'est développée de façon extrême en montagne, mais aussi sur le littoral. Et on voit aussi ce que ça signifie aujourd'hui. Il y a certaines tensions sur le logement, il y a énormément de choses qu'on est en obligation de traiter aujourd'hui. Se pose aussi de la question de l'acceptabilité sociale du tourisme demain et des territoires touristiques de demain. Et quand je parle d'attractivité, derrière, il y a cette notion d'acceptabilité. Je m'engage un peu sur un terrain glissant, mais c'est-à-dire que, voilà, est-ce que le haut de gamme, le luxe, enfin tout ça, c'est la norme, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans cette logique de développement ou est-ce que le développement du tourisme, c'est pas en fait une façon de repenser le tourisme de demain pour une meilleure acceptabilité sociale, que ce soit par les voyageurs eux-mêmes et par les habitants également. Et donc nous, ce sur quoi on est amené à travailler aujourd'hui, et honnêtement, c'est pas des mots en l'air, c'est vraiment la feuille de route de l'Agence nationale du tourisme aujourd'hui, c'est de faire en sorte en fait que le tourisme soit vraiment une activité au service en fait des populations locales et pas d'investisseurs exterritoriaux qui viendraient faire énormément d'argent sur le dos en fait et en créant en fait de la contrainte en fait sur la population locale. Donc il y a vraiment ces questions d'équilibre en fait aujourd'hui qui doivent être trouvées, et cet équilibre, ça sera un moyen de gagner une acceptabilité sociale en fait du tourisme en montagne demain. Si on continue en fait sur ce qu'on a vécu pendant des décennies, on voit bien qu'en fait on va cliver. On va vraiment se retrouver dans un... On clive déjà, mais on va accentuer ce clivage en fait. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable. Donc voilà, derrière ça, je pense qu'effectivement, on est effectivement raccord, c'est que le tourisme, ça doit être une activité parmi d'autres. Et il y a un indice aujourd'hui qu'on mesure, qui est l'indice de touristicité, c'est-à-dire c'est la dépendance, le niveau de dépendance en fait d'un territoire au tourisme. Et si vous avez une touristicité élevée, très élevée, ben, vous balancez un méchant petit virus et tout s'arrête. Et donc, en fait, ça s'appelle un Disneyland. Hein. Alors, ça s'appelle un Disneyland. Disneyland a aussi des vertus, mais je ne suis pas là pour les développer. Mais effectivement, il faut pas. Disneyland, c'est maîtrisé, c'est un produit entier, etc., totalement maîtrisé. Et il ne faut pas effectivement transformer des territoires habités en Disneyland. Là, on est entièrement d'accord. Benoît Thomasson, à Combloux. Ouais, très rapidement, dire qu'ici, à Combloux, on se base d'abord pour l'attractivité touristique sur le fait de l'expérience de la vie locale. C'est-à-dire qu'on construit d'abord notre modèle touristique sur la qualité de vie à Combloux. Et on veut proposer aux visiteurs de venir vivre cette expérience et justement pas de venir dans un Disneyland. J'en profite juste pour dire que moi, ça me fait tout de suite penser à quels critères, quels indicateurs on utilise aujourd'hui. Est-ce qu'on doit constamment, et c'est une vraie interrogation, je n'ai pas forcément la réponse, mais est-ce qu'on doit constamment se dire qu'on recherche la croissance du nombre de lits touristiques? Est-ce qu'on doit constamment se demander si on recherche la croissance du taux de fréquentation? Est-ce qu'on ne peut pas être plutôt sur un indicateur de la qualité de l'expérience client, sur le fait de sensibiliser les personnes, de les faire venir vivre la montagne plutôt que consommer la montagne? C'est un vrai enjeu, de vrai questionnement, et qui vont améliorer, j'allais dire, la richesse produite, mais pas forcément que de la richesse en euros, la richesse plus large. En tout cas, nous, on essaie de s'engager avec cela, et je vois Camille dans l'assistance, et elle interviendra, mais on est labellisé Combloux aujourd'hui Flocon Vert, parce qu'on veut aussi être dans une démarche de transition du territoire. On a des élus qui se sont énormément investis pour aller chercher ce label Flocon Vert, pour le faire vivre aujourd'hui, et c'est très important pour nous d'avoir ce type de label qui viennent justement renforcer l'expérience touristique plus globale, plus approchée de la préoccupation vers la nature. Il est 17h25, on a encore 5 minutes. J'ai une question, Thierry Lebel qui va revenir. Après une question là-bas. On peut avoir un micro pour Thierry, ou alors on lui donne le micro. Il a le bras long. Merci. Alors, c'est 2 commentaires et une question. Le premier, c'est que je suis très content d'entendre que la ZAN est mise en avant, y compris pour ses effets vertueux potentiels sur le cycle de l'eau.
surtout dans une région dont le président a voulu l'abolir. Le deuxième point, par rapport à la démographie, et d'ailleurs des choses qui rejoignent des choses qui viennent d'être dites. C'est vrai que la démographie des 3 départements des Alpes du Nord augmente de façon considérable, c'est un peu long de tête en France. Le complément, c'est que la démographie, alors pour Combloux, vous avez dit qu'elle a tendance un peu à augmenter ou elle est stabilisée, mais dans les mêmes départements, dans toutes les grandes stations, la démographie baisse. Et donc l'enjeu, c'est de dire, mais comment ça se fait? Le sujet aujourd'hui, c'est comment on rend ces lieux-là habitables. C'est quand même, ça devrait être la préoccupation majeure. Parce que si la démographie baisse, c'est que les gens ne peuvent plus y habiter. Bon, je ne vais pas élaborer là-dessus. Tout le monde sait pourquoi. Et maintenant, ma question, qui est aussi un commentaire par rapport à l'eau qui est effectivement surutilisée, il y a quand même un moyen qui est par la tarification. Il y a des besoins essentiels en eau, mais après, si on veut éviter le gaspillage, on fait une tarification qui est de type exponentiel ou par palier. Alors, réponse. Sylvain Charlot, alors, réponse. On peut faire payer? Réponse pas française. Ah. Voilà, une réponse danoise. Au Danemark, vous pouvez utiliser un logement, vous payez le logement, et puis on vous demande de relever le compteur au départ et à l'arrivée. Et puis il y a le tarif de l'eau chaude et de l'eau froide. Et puis vous mettez des couronnes dans une boîte, relation de confiance déjà, hein, c'est le Danemark, mais vous mettez des couronnes en fait à hauteur de ce que vous avez consommé en eau. Donc quelque part ça c'est assez intéressant, et c'est de dire oui, on a un bain norvégien, le bain norvégien ça sera un peu plus, parce qu'il y a les bûches aussi pour chauffer l'eau. Mais voilà, il y a une espèce de conscientisation quelque part du puisage de la ressource, voilà, qui se fait par le porte-monnaie, mais quelque part, est-ce que ça choque? Pas forcément. Il y a une forme d'acceptation. Ouais, mais nous, on est des latins, attention. Hein. Guillaume Morel. Un mot quand même sur cette histoire de tarification de l'eau. Je reprends ma casquette de guide. La ferme en face de chez mes grands-parents à Chamonix est en vente 10 millions d'euros. Vous la mettez à combien la tarification de l'eau pour que la personne qui va acheter ce chalet à 10 millions d'euros se dise « Ah, je vais prendre une douche et pas un bain ». Tout est dit. Alors, une piscine aussi, on peut faire tout ce qu'on veut, des jacuzzis. Une question encore. Fabrice, on a encore 5 minutes. On salue l'arrivée de Xavier Roseraine, le député de la circonscription. Il y avait une question au fond. Alors, est-ce qu'on peut apporter un micro? Allez-y. Il y a peut-être des questions aussi à l'étage du dessous. Bonjour. Oui, donc je suis en bas. Allez en bas la question, allons-y. D'abord en bas. Christelle Rébet, je suis première adjointe à Passy. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le village que vous voyez depuis la salle du haut en face au pied des Fises en fait. Voilà. Et donc je reviens sur... On partage quelque chose avec Combloux, c'est le flocon vert. Et donc ma question est à Monsieur Charlot en fait, puisque Atout France fait partie du comité de labellisation en fait dans Flocon vert. Et comme vous l'avez bien dit, quand le touriste arrive chez nous, il met son cerveau au repos. Et donc ça concerne l'eau, ça concerne les déchets aussi, ça concerne en fait l'énergie. Donc comment Atout France finalement fait la promotion et fait de la communication aussi? Donc comment est-ce que vous pourriez nous aider justement pour que ce touriste ne mette plus son cerveau au repos? Et que quand il arrive chez nous, du fait de Flocon vert, où on est sur une démarche de labellisation, de développement durable, en fait, ils s'aperçoivent que quand il arrive dans notre territoire, il arrive sur un territoire exceptionnel et qu'il doit lui aussi participer à sa préservation. Merci Christelle. Sylvain. Excellente question. Merci de l'avoir posée. Mais vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Effectivement, tout l'enjeu, c'est de voir comment nous aussi, à notre niveau, on est en capacité de pousser tout ce qui se fait de bien. Parce qu'il y a des choses qui se font bien, et ça, je pense qu'il faut effectivement le pousser. Donc, effectivement, on parle du label Flocon vert, on est dans le comité de labellisation. C'est mon adjoint, Damien Zisviller, qui est dans ce comité de labellisation. Et on a un partenariat aussi. Quand on a notre salon Destination Montagne, on fait la promotion de la montagne, on essaie de le pousser déjà au maximum. Et puis derrière, ça pose aussi la question des messages qu'on fait passer quand on fait de la promotion.
Et c'est vrai qu'on est un peu dans l'obligation aujourd'hui de repenser ces messages. Ça sera d'ailleurs l'objet de nos rencontres le 22 janvier prochain après-midi, justement, sur comment on est dans l'obligation de repenser à la fois l'offre, la distribution et la promotion avec des messages en fait autres. Et on s'est intéressé d'ailleurs à poser un regard international sur ce que font les Suisses, les Italiens, les Autrichiens par rapport à ces problématiques pour voir aussi où on se situe. Et pour répondre à la question, c'est effectivement de se dire, quand on va faire de la promotion, quand on va pousser, il y a effectivement ces messages qui doivent être mis en avant. Mais derrière aussi, c'est comment on a une lecture un petit peu verticale de ces messages. Est-ce que c'est cohérent entre l'image qu'on renvoie de la France et l'image qu'on va renvoyer dans les destinations? Et après, effectivement, c'est une fois qu'on est sur place, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on est en train de mettre en place une plateforme qui va être dédiée en fait à ce qu'on appelle le tourisme durable, qui est une notion qui est déjà galvaudée avant d'être vraiment définie. Mais en tout cas, nous, c'est notre leitmotiv aujourd'hui. Mais c'est de référencer justement tout ce qui se fait de bien pour pouvoir les poster, les pousser, les porter à connaissance pour que d'autres puissent s'en inspirer. Et puis parfois, c'est effectivement un travail de terrain. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est toutes les initiatives locales en fait qu'on peut faire pour essayer de rappeler, voilà, c'est cette conscience, ce que j'évoquais finalement tout à l'heure, c'est de rappeler cette conscience un petit peu de partout. Quand on a un hébergement touristique, on rappelle les choses. Moi, j'ai un exemple, par exemple, la vallée des Bellevilles, qui a fait un petit, comme un échantillonnage de peinture que vous allez trouver chez Castorama. Je vois Camille rigoler qui fait oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été soutenu par Mountain Riders, et de dire, voilà, on vous explique de façon assez simple ce que c'est que la consommation, et si vous avez ce geste, voilà ce que vous allez économiser, et on met ça à disposition de tous les voyageurs dans les hébergements en fait qui sont référencés par la maison des propriétaires. Donc c'est des choses comme ça. Je pense qu'effectivement quand on fait des efforts, il faut être en capacité aussi de les pousser jusqu'à l'usager et d'alerter l'usager et de montrer aussi tout ce qui se fait de bien sur ce territoire. La communication, elle est importante. Quand on est flocon vert, il faut l'afficher et il faut arriver à le pousser jusqu'au bout. Merci Sylvain Charlot d'Atout France. Une question encore à l'étage supérieur. Oui, bonjour, je suis Bonsoir. Fabienne Grébert, élue régionale et élue locale à Annecy. D'abord, un grand merci pour la présentation parce qu'elle nous permet de toucher vraiment une diversité de points de vue et d'éléments importants sur ce sujet du tourisme, de l'eau, de la montagne. C'est important d'avoir cette confrontation de points de vue. Mais la question qui m'interroge, c'est aussi tout le récit qu'on essaye de porter autour de ça. Parce que, comme on l'a dit, on n'a pas encore trouvé la vache à lait, pardonnez-moi l'expression, qui va pouvoir remplacer le ski alpin, le tourisme d'hiver. Et nous devons aujourd'hui porter ce sujet-là collectivement parce que, comme l'a dit Étienne Klein tout à l'heure, on a une avalanche de mauvaises nouvelles avec un grand sourire, mais c'est une avalanche de mauvaises nouvelles. Et par rapport à ça, les réponses qui sont posées ici sont des réponses d'adaptation et non pas de transformation. Et je me pose la question de votre point de vue de tourisme, d'acteurs touristiques, notamment sur la question des Jeux Olympiques, qui va envoyer un signal extrêmement fort, qui va nécessiter quand même de l'artificialisation des sols, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va devoir construire des lits touristiques, des patinoires, enfin, j'en passe, des retenues collinaires pour la neige artificielle, alors que là, nous sommes dans une logique de transformation, de mutation qui nécessite non pas de concentrer des milliards d'euros sur 15 jours de fête, mais des milliards d'euros sur une logique de transformation à l'année de la montagne. Et j'ai un peu de mal à voir comment nous pouvons, là, dans cette logique-là, envoyer un signal sur un autre récit que je n'ai pas encore entendu aujourd'hui, où là, on nous explique que la biodiversité menace l'effondrement de la biodiversité menace notre niveau de vie. Ce qui menace notre vie, c'est l'utilisation des énergies fossiles dans nos vies. Et je pense que ça nécessite de revoir et à la fois comment nous voulons vivre en montagne à l'année, avec quelles activités et quel argent nous sommes prêts à y consacrer. Sylvain Charlot, pas assez révolutionnaire dans les propositions. Guillaume Morel, peut-être? Sylvain.
Mais on a Voilà. tous envie de répondre à cette question, en fait. Vous n'allez pas assez loin, en quelque sorte. Hein. Vous n'allez pas assez loin. Non, mais la question est très très juste. Effectivement, c'est l'imaginaire. Il y a un point. Oh, pardon. Oui. Il y a un point, c'est que bon, j'imagine derrière, il y a la référence au ski. Alors, j'espérais, je priais que la question des Jeux Olympiques 2030 n'arrive pas, donc je la mettrai de côté du coup. Mais non, mais on peut en parler aussi. Mais c'est vrai que derrière, ça se pose la question. Vous avez utilisé plusieurs mots mutation, transformation, transition. Il y a aussi cette notion qui arrive. Moi, j'ai envie de faire référence aussi au plan Avenir Montagne, qui a été mis en place par le gouvernement en 2021, avec des stations qui sont accompagnées, avec un accompagnement qui est fait par la Fabrique des Transitions aussi, et qui réfléchit justement à ça, de se dire, tiens, quel est l'état A et quel va être l'état B ? Et moi, ce que je retiens des échanges que je peux avoir avec les personnes qui travaillent là-dessus, c'est que c'est un peu la Pinta, la Niña et la Santa Maria. On part à l'aventure et il y a un épais brouillard devant nous, mais on ne sait pas vraiment où on va. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est derrière, on aura du mal à retrouver le même niveau de rentabilité sur ce sujet-là. Donc en fait, il faut inventer un futur. Et inventer un futur, en fait, ce n'est pas des experts qui vont inventer le futur. Moi, je pars du principe que ce sont les habitants, les territoires, en fait, qui doivent construire leur futur de façon collégiale pour éviter aussi parfois des incompréhensions, des luttes de posture, de position, en disant moi j'habite à l'autre bout de la terre là et puis je viens parce que je suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Oui, peut-être, mais en fait on l'a fait collectivement. Et je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit s'inventer. Et l'imaginaire, le récit que vous évoquiez tout à l'heure, je pense que chaque territoire doit être en capacité aujourd'hui de se l'écrire. Et il sera différent d'une vallée à l'autre, il sera différent d'un massif à l'autre, il sera différent. On a parlé de différents massifs tout à l'heure, hein, on les a cités, on n'a pas cité le Jura. Hein. Désolé, Philippe. Mais voilà, mais c'est vrai que d'un massif à l'autre, d'une montagne à l'autre, d'une vallée à l'autre, on n'aura pas forcément les mêmes récits, on n'a pas les mêmes entrants. C'est-à-dire on n'a pas le même patrimoine culturel, social, économique. Et je pense que ça, effectivement, faut arriver à le construire. Et faut pas qu'il soit descendant, faut pas qu'il soit unique, faut pas qu'il soit national. Voilà. Alors, vite, parce que pendant une dernière question, on me fait signe de... Je vais aller très vite. Juste dire que, pour rebondir sur ce qu'a dit Sylvain et ce qu'a dit Madame, c'est là où on retrouve le rôle éminent des collectivités locales. Quand je parlais tout à l'heure de gouvernance, c'est aux collectivités locales, territoire par territoire, d'agréger les acteurs. Oui, le ski n'a pas un immense avenir à l'horizon de 50 ans. On ne va pas se mentir. On ne va pas non plus trouver un modèle économique, comme l'a dit Sylvain, qui va nous rapporter 25 millions en 4 mois de chiffre d'affaires, et plus le chiffre d'affaires station. Voilà. Faut être réaliste, mais il faut aussi considérer qu'on a plein de jeunes, plein de gens aujourd'hui à qui on doit donner un avenir. Et donc, c'est aux collectivités locales, par des mécanismes de gouvernance, de rassembler les acteurs, même pas de leur expliquer, de leur faire construire le projet avec nous, ensemble, qu'on va trouver des solutions. On n'aura pas de solution clé en main pour tous les territoires uniformes. Et demain, on aura une table ronde sur la gouvernance. Je vous promets qu'on posera toutes les questions. Il y a un dernier sujet qu'a posé Fabienne quand même, parce qu'il faut pas se... Et merci Fabienne d'être aussi présente sur ces sujets-là. Le sujet des Jeux Olympiques, il faut quand même pas s'en éloigner. Je me pose tout le temps la question depuis cette annonce, est-ce que je dois m'exprimer sur ce sujet-là ? Je décide que oui. La vraie question, c'est est-ce qu'on doit continuer ou pas à faire des Jeux Olympiques ? Mais si on doit continuer à faire des Jeux Olympiques, alors peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aient lieu chez nous, plutôt que dans d'autres pays où les problématiques sur la gestion de l'eau, sur la façon dont on la gère, le rapport à l'environnement est déplorable. Les images de Pékin, elles sont pas acceptables. Donc la vraie question, c'est pas aux élus locaux des territoires de montagne, à mon sens, qu'il faut la poser, mais c'est au CIO. Est-ce que c'est toujours normal ou pas de continuer à faire des Jeux Olympiques d'hiver ? Et si oui, alors peut-être qu'il vaut mieux qu'ils soient chez nous plutôt qu'on aille les exporter ailleurs, où ça sera pire. Puisque les émissions de gaz à effet de serre, on le sait bien, elles sont mondiales. Voilà, c'est peut-être mieux dans les Alpes qu'en Arabie Saoudite. Hein. Alors, dernière question, parce qu'on est un petit peu dépassé, mais c'est passionnant. Merci pour vos interventions.
Une question, présentez-vous, allez-y. Bonjour, donc je suis Alain Cusin, le directeur de l'Office de tourisme des Contamines Montjoie, donc une petite station à côté. C'est une question, enfin c'est une remarque qui revient à ce que disait Monsieur Bosson tout à l'heure. En fait, nous, on a sur le territoire des Contamines un lac magnifique qui est le lac Jovet. Et ce lac, on se rend compte, avec des campagnes de pub, avec pas mal d'informations au niveau national, l'été, quand il fait très chaud, venez profiter des lacs de montagne. Donc, résultat, on a 120 ou 130 tentes au bord du lac, de bivouac. Les gens, c'est Disneyland, se baignent, font leur vie dedans, se baignent pas les pieds, mais le corps entier, et nagent dans ce lac, qui a un impact important pour l'environnement, bien sûr. Et là, les Contamines, en fait, ce qui est mis en place, donc ça rejoint ce que disait monsieur de Combloux, c'est qu'en fait, le maire, les élus, la réserve naturelle, parce qu'on a une réserve naturelle sur le territoire, l'office de tourisme, tous les acteurs, en fait, avec les agriculteurs aussi, parce qu'il y a des agriculteurs sur le territoire, se mettent autour de la table et trouvent des solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est interdire l'accès. C'est interdire le bivouac, c'est démarketer certaines zones, c'est-à-dire empêcher d'aller dans certaines zones qui sont fragiles, etc. Donc en fait, il y a des solutions au niveau local. Donc ça, j'apprécie ce que dit mon collègue de Combloux. Effectivement, il y a des solutions locales. On peut travailler, on peut interdire l'accès, on le fait en bonne intelligence pour justement éviter que ça se dégrade encore plus. Réponse, Guillaume ? Une remarque très rapide. David Bosson, tout à l'heure, nous a dit la disparition des glaciers, ça peut aussi être l'occasion de voir de nouveaux territoires s'ouvrir et peut-être des nouvelles chances sur des territoires auxquels on ne pensait pas. Donnons-nous la chance, je le dis haut et fort, donnons-nous la chance de penser nos territoires de montagne autrement qu'uniquement touristiques. Isabelle, le mot de la fin. Oui, petit mot de la fin. Moi, je vais plutôt parler même à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a une région qui est très riche en matières premières, géo et biosourcées. Combloux, on a le granit, on a la forêt autour de ça. Et il faut absolument qu'on redéveloppe les filières courtes, très courtes, pour construire à moins de 100 km. Et du coup, on aura peut-être une réflexion plus économe et moins créé de carbone, qui a un impact directement sur notre paysage. Et la réflexion de développer ces filières courtes peuvent permettre en effet à certaines communes, coins, de réfléchir différemment que le tout tourisme, de redévelopper une autre économie. Merci infiniment pour la qualité des débats, la qualité des questions aussi. Je laisse la place à Christian Jacquier pour une table ronde passionnante sur les retenues collinaires. Merci messieurs, dames, merci Isabelle, merci à tous. Merci, et merci Isabelle d'avoir parlé des forêts, puisque en scoop, je vous informe que l'année prochaine, nous referons ces perspectives sur la thématique des forêts. Voilà.